Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi un couple, Delphine et Thomas. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous? Ça va, écoute. Ça va? Ça va bien, ça Thomas? va. Oui. Merci d'être là. Vous venez nous raconter l'histoire de votre fils, Simon. À la fois son début de vie dans ton ventre, Delphine, mais aussi son début de vie à l'extérieur qui a été plutôt difficile et combattu. Mais donc l'histoire d'un combat de foi finalement de deux parents pour la survie de leur enfant. Et merci beaucoup de venir nous raconter votre histoire. Donc pour planter un peu le décor, vous êtes un jeune couple, vous attendez votre premier enfant. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, ça commence déjà avec un médecin qui n'est pas très optimiste par rapport à cette fameuse clarté nucale où on nous dit, enfin, on vous annonce qu'il y a 80% de risque, parce que je n'appelle pas ça une chance, de risque, d'avoir un enfant qui serait porteur de trisomie 21, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. À 4 mois, la première grosse échographie, oui, c'est ça, où on examine en fait toutes les organes, constantes et tout ça de l'enfant. Et là, oui, on nous annonce ça, qu'il y a une clarté nucale qui est fort développée de mémoire. Et donc, elle nous pose le diagnostic de 80% de chances qu'il soit trisomique, mais pour s'en assurer, il faut faire une amniosynthèse. C'est ça. Et là, vous êtes face à un choix. Mais vous vous dites, de toute façon, peu importe le diagnostic, on va le garder, ce bébé. Oui, donc, une amniosynthèse emmènerait juste un risque supplémentaire pour lui, donc vous refusez, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je ne voyais pas l'intérêt de risquer la vie du bébé. De toute façon, l'issue serait la même, c'est qu'il devrait naître, donc ce serait soit avec la trisomie, tant pis, c'est pas grave, le Seigneur nous aidera, et puis au mieux, c'était en bonne santé, et puis voilà, c'était ça. Mais il était hors de question, oui, qu'on avorte. C'est ça, c'était vraiment une conviction que vous aviez, puis d'une certaine façon, vous vous positionniez aussi dans la foi, de vous dire, on fait confiance à Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'était, pour moi, c'était notre premier, donc il n'était pas là pour rien, donc ça allait bien se passer. C'est ça, voilà. Vous étiez optimiste. Voilà, c'est ça. Et puis, les semaines vont s'écouler, et arriver autour de la 26e semaine de grossesse, Delphine, tu es chez toi, tout va bien. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais toute seule à la maison. Thomas était en déplacement professionnel. Et puis, je venais de reprendre le travail le matin même. J'avais une semaine de vacances, donc tout était bien. C'était début mai, il faisait beau. C'était magnifique, merveilleux. Et puis, j'étais sur mon canapé en train de grignoter mon souper, en fait. Et puis, là, à un moment donné, je sens comme quelque chose de chaud couler entre mes jambes. Et je me dis, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire pipi dessus. Les joies de la grossesse. Pour moi, voilà, j'étais loin de penser que ça allait être la suite des événements. Puis donc, du coup, je me lève et puis je vais aux toilettes. Et là, aux toilettes, je m'aperçois qu'en fait, c'était pas de l'urine, mais que c'était du sang. C'est ça. Et puis, ça coulait énormément. C'était une hémorragie j'arrivais pas à arrêter l'hémorragie, en fait. Et quand j'ai eu ça, j'ai hurlé tout de suite. J'ai dit non, Seigneur, c'est pas possible, à l'aide. J'ai vraiment crié ça. Et je suis retournée vite fait dans mon salon. Et là, je me suis mise par terre. J'ai attrapé une serviette éponge que j'avais à côté sur la table basse que je venais de repasser. Et je l'ai mise entre mes jambes. Et puis, j'ai attrapé mon téléphone portable. Donc, à l'époque, c'était des petits téléphones encore à touche. Et là, un blanc. Impossible de me souvenir comment appeler les urgences, en fait. Le seul numéro qui m'est venu, c'est d'appeler ma belle-sœur. Et puis, donc, je lui explique en vitesse, je dis, écoute, appelle les pompiers pour moi, parce que là, je perds du sang énormément. Enfin, voilà. C'est ça. Et puis, là, elle me dit, OK, je les appelle tout de suite. Elle me rappelle 2 minutes après pour me dire, c'est bon, ils sont en route. Et puis là, je crois que c'est à ce moment-là où je prends conscience que ma porte d'entrée est fermée à clé. Parce que à chaque fois que Thomas partait ou quand j'étais toute seule à la maison, j'ai toujours ce réflexe, même encore maintenant, le soir, avant d'aller me coucher, de verrouiller la porte. Et là, tu te dis comment ils vont faire c'est là tout de suite, c'était plus ça dans l'idée, comment ils vont faire pour rentrer. Puis là, j'entends en fait l'interphone en bas qui sonne. En fait, les pompiers, je savais qu'ils étaient là en bas. Ils avaient appelé les voisins pour qu'on leur ouvre la porte.
de la résidence. Et je les entends monter l'escalier, puis là, je me mets à hurler. Je dis, la porte est fermée à clé, à l'aide et tout. Puis, mais vraiment, j'étais plus dans ce côté-là, ma porte est fermée, comme vous n'allez pas pouvoir rentrer. Et là, je les vois arriver dans l'appartement. Enfin bref, c'est un truc sans défoncer la porte, sans rien. J'ai pas compris en fait. Là, à ce moment-là, déjà là, bon, c'est tout. Dieu t'es dans le coup. Oui, c'est tout. Et puis donc ils me prennent très vite en charge et puis commencent à m'emmener déjà la première fois à la maternité où j'étais suivie. Et puis là, à la maternité, ils me disent non, on vous transfère au centre de grossesse à risque, on ne peut pas vous prendre en charge. Et donc, je remonte en ambulance. Et puis là, dans l'ambulance, allongée, avec tout le stress de ce qui se passe autour, un médecin qui me qui me met sous perfusion. Et puis, j'entends les échanges entre le médecin de l'ambulance et le médecin, l'interne qui allait m'accueillir, en fait. Et là, je les entends dire, bon, OK, on prépare le bloc opératoire tout de suite, comment en urgence. Et donc là, je me dis, non, ils veulent me faire accoucher, c'est pas possible. Et là, je refais, je dis, non. J'ai vraiment eu cette position-là. Je dis, non, Simon ne sortira pas à ce moment-là. Parce qu'on l'avait déjà en plus appelé. Hein, c'était vraiment... je dis, non, c'est pas possible, il ne sortira pas aujourd'hui. J'étais positionnée. Bah oui, parce que j'étais consciente qu'à ce terme-là, de toute façon, l'enfant n'est pas viable. Un enfant n'est pas viable à 5 mois et demi de grossesse, c'est pas possible. Et puis, on arrive, donc ils me prennent en charge, donc je suis toujours toute seule, arrivée aux urgences. C'est ça, Thomas, toi, tu es toujours à l'extérieur. Tu es au courant de ce qui se passe ou tu es au courant de rien? En fait, j'ai eu ma belle-sœur qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Alors, j'étais en voiture avec mon patron à l'époque, donc je revenais du déplacement. Et patron très gentil qui voulait à tout prix me donner des conseils sur la famille, sur c'est quoi être père. Alors, je l'écoutais, mais sans l'écouter, j'étais en train de prier intérieurement. J'avais qu'une hâte, c'est qu'on arrive enfin et que je puisse rejoindre Delphine et aussi être juste là pour la soutenir, bien sûr. Et puis surtout, pour prendre position, dès le début, j'ai senti qu'il y avait un moment crucial où il fallait prendre position et qu'il ne fallait pas rater le coche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il ne fallait pas lâcher, il ne fallait pas désespérer. Oui. Et finalement, donc, arrivé à l'hôpital, tu vas être pris en charge et on ne te prendra pas au bloc opératoire finalement. Non, parce qu'en fait, arrivé aux urgences, deux médecins internes m'auscultent et me diagnostiquent un placenta prévia, donc inséré. Eux étaient déterminés à me faire accoucher, en fait. Mais comment moi, je dis non, j'accoucherai pas, c'est pas possible. Et là, il y a un troisième médecin qui arrive, que je vais voir, je crois, 10 minutes en tout dans ma vie. Et qui va m'ausculter et va juste dire non, on va attendre demain matin, les saignements ont arrêté, le bébé vit bien, là, le cœur bat bien. On va attendre demain matin. Et ce monsieur est reparti. Tu l'as jamais revu? Je l'ai jamais revu. Et donc la nuit se passe et le lendemain matin, donc les deux internes qui m'avaient accueilli me reprennent en charge, me réauscultent avant de partir. Et puis et là, je les vois, ils se regardent, ils regardent les clichés, ils se regardent. Il me regarde, puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et puis là, il m'annonce tout simplement, on s'est trompé hier soir, en fait. Il dit, le placenta, il est tout à fait normal. En fait, le placenta prévia avait repris position normale. Wow. Et puis, ils m'ont dit, on vous garde juste en observation, en grossesse à risque. C'est magnifique. Donc là, tu as passé 3 semaines à l'hôpital. C'est ça. Ensuite, tu es retournée chez toi encore 3 semaines. Oui, alité, ouais. C'est ça. Et à ce moment-là, donc au bout de 6 semaines, où ça allait quand même plutôt bien, malgré que tu étais alité et que ça ne devait pas être facile, là, lors d'un contrôle de routine, où Thomas, tu es présent cette fois, on vous dit qu'en fait, le bébé manque de liquide amniotique. Et là, départ à nouveau pour l'hôpital en urgence pour une césarienne d'urgence. Il fallait le faire sortir. C'est ça. Oui, il a fallu le faire sortir. Donc quand la gynéco nous annonçait ça, il faut vraiment y aller. On a dit OK, là, elle nous avait rassurés, nous avait dit avec tout ce que on vous avait injecté avant, les corticoïdes et tout ça, elle nous a rassurés en disant que le bébé était viable. C'est ça, il avait 32 semaines à ce moment-là? Oui, c'est ça, 32 semaines. Elle dit juste qu'il avait un retard de croissance quand même, mais le cœur battait, elle l'entendait à peine, mais il fallait vraiment accoucher parce que c'est plus liquide. C'est ça. Et là, toi, Thomas, tu as été le premier à voir ce petit bébé qui est sorti en urgence, en césarienne. Comment tu te sens quand tu vois ce tout petit bébé, quand même, un bébé prématuré quand même? Je me sens un peu démuni. On a peur parce que comme il est tout petit, il faisait seulement 1,2 kg à la naissance. On a l'impression qu'il est fragile, ce qui est en partie vrai, en partie faux, parce que finalement, ils sont plus solides qu'on ne croit. Mais bon, en tout cas, peur de ne pas savoir
si on a le droit de toucher, etc. Donc j'étais encouragé par les infirmières. Ils disent si, vous avez le droit de le toucher dans la couveuse, etc. Vous avez le droit. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est pas comme ça qu'on imagine évidemment une naissance. Puis surtout qu'on vous donne quand même d'un pronostic qui est pas hyper encourageant. Hein. Qu'est-ce que on nous a dépeint tous les tableaux les plus noirs possibles en disant qu'à son terme, les poumons étaient, même s'ils étaient développés, il y avait de gros risques d'infection pulmonaire, des risques d'infection intestinale, digestive, des retards de développement au niveau du cerveau. Enfin, vraiment, mais la totale. Ouais, je crois que là, si ça avait été, si on n'avait pas pris position dès le départ et qu'on avait écouté là, les médecins, on aurait été au 36e dessous, quoi. Vraiment. Et là, non, on a tout refusé. On a dit non, ça va aller, ça va bien se passer. Et en effet, ça s'est bien passé, quoi. Mais oui, ça s'est bien passé parce que ce petit Simon, il s'est très, très bien développé, finalement. Donc, les médecins lui avaient donné un petit surnom quand il venait visiter. Comment il l'appelait? Alors, en néonat, le docteur, le spécialiste de néonat, à chaque fois, il faisait sa ronde, il passait devant son berceau, puis il disait « Ah, comment va Simon, le miraculé ?» Donc, c'est vrai que là, c'était un petit clin d'œil encore supplémentaire du Seigneur là-dessus. Vraiment. Et Delphine, tu me disais, toi, tu étais en paix pendant cette période de néonat, justement, où il était là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donnait cette paix? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de circonstances pour donner la paix, quand même. Non, mais c'est-à-dire, déjà, on était passé par tellement de choses avant. Bon, là, on a fait court, mais on était passé déjà par tellement de choses, des diagnostics abominables, où on ne dépeignait les plus noirs tableaux, et que c'était pas arrivé. Et puis là, à un moment donné, on apprend à lâcher prise. Et puis, dit bon, ça y est, il est sorti. Seigneur, maintenant, j'ai fait ma part, t'as la tienne à faire, et puis je te fais confiance là-dessus. C'est surtout ça, c'est ça qui nous a aidés, parce que moi, je l'ai vu que 2 jours après, je l'ai pas vu tout de suite à la naissance. Et oui, sur mon lit d'hôpital, à un moment donné, je dis, il est entre de bonnes mains, donc il est entre les mains du Seigneur, il a mis les meilleurs professionnels à ses côtés. Donc voilà, c'est ça. On lui fait confiance et puis. Exactement, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, comment il va, Simon? Quel âge il a, notre petit aujourd'hui, Simon, notre Kiki, 1,2 kg. Aujourd'hui, il a 19 ans. Et puis, faut l'arrêter pour manger parce que si on l'arrête pas, ça continue vraiment, c'est ça. Et puis, non, il va très bien. Il a eu un super beau développement, pas de retard du tout mental. Il a même été en avance à l'école. Enfin, voilà, c'est ça. Puis aujourd'hui, elle a 19 ans. Avec sa petite sœur. Oui, voilà, c'est ça. Puis on a cette grâce quand même qui servent le Seigneur tous les deux, là. Donc voilà, c'est ça. Vraiment, vraiment, c'est hyper encourageant parce que tout ce qui avait été dit finalement contre lui n'a pas eu lieu. Mais vous avez fait le choix de vous positionner, de rien laisser passer. Non. Et je crois que vous avez vraiment eu la bonne attitude. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre témoignage super encourageant et qui booste et qui nous rappelle qu'en tant que parents, on peut se positionner pour nos enfants malgré tout ce qui est dit contre eux. Merci à tous les deux. Merci à toi, Evelyne.